Bien le bonsoir, c'est officiel, 500 soldats sénégalais annoncés sur le front au Mali. La direction de l'information et des relations publiques des armées situe les troupes dans un camp d'entraînement pour l'instant. Par ailleurs, les dispositions nécessaires sont prévues pour sécuriser la frontière avec le pays ami. Une opération de rapatriement de ressortissants sénégalais devrait démarrer demain. L'essentiel de cette édition est consacré à la crise malienne. Le chercheur Bakary Samb est avec nous. Il est spécialiste des relations internationales. Entretien en fin d'édition. « 500 soldats sénégalais au Mali dans les toutes prochaines heures. La direction de l'information et des relations publiques des armées indique que les troupes sénégalaises sont en camp d'entraînement. Le colonel Abdou Thiam de la DIRPA souligne par ailleurs que les dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser la frontière entre les deux pays frères. Pape Fall Louis Sarr. Les troupes sénégalaises ne sont pas encore présentes sur le territoire malien, mais pas pour très longtemps. Actuellement, l'armée sénégalaise est en pleine préparation. Les 500 soldats sont dans des camps d'entraînement pour mieux faire face aux djihadistes maliens. Les soldats sont à l'entraînement. Les préparatifs qui concernent tous les détails relatifs à leur projection au Mali et à leur engagement sur le théâtre sont en train d'être complétés. Et ce n'est pas parce que ce sont des unités professionnelles que nous allons occulter le volet préparation. Donc juste pour vous dire et vous confirmer que aucun élément de détail ne sera négligé pour que nos troupes n'est-ce pas, soient mises dans d'excellentes conditions et pour qu'ils puissent remplir au mieux en fait, leur mission. Ils sont sur le théâtre d'entraînement, un théâtre que nous avons choisi qui est relativement similaire au terrain ou dans la zone sur laquelle ils seront engagés. Ce sont des professionnels qui sont habitués à ce genre de mission, donc qui sont en train, depuis un certain temps, sur le théâtre, en train de s'entraîner, de s'aguerrir davantage, parce que ce sont des troupes déjà aguerries, donc je disais des professionnels. L'armée sénégalaise ne va pas en guerre contre le Mali. Aussi, toutes les dispositions sont prises pour protéger le Sénégal de toute forme de représailles. Lorsque les islamistes ont repris encore leur poussée vers Bamako, enfin, vers le sud, et tout ceci est largement suffisant pour davantage demander à ce que nous allions aider ce pays frère. Parce que n'oublions pas que le Mali nous est frontalier et c'est une menace qui, certes, aujourd'hui concerne le Mali, mais une fois, n'est-ce pas, nous pouvons être à l'abri en fait de ces gens qui veulent établir un terrorisme d'État un peu partout. La menace, elle est diffuse. Et les frontières sont bien gardées, sont sécurisées. À l'intérieur, il y a des unités qui s'occupent en fait pour gérer ce genre de menaces. Et nous, militaires, avons aussi la responsabilité, aussi bien à nos frontières que dans le cadre de nos projections, de gérer toutes ces menaces, n'est-ce pas, immédiates ou futures éventuellement. Cette intervention sénégalaise, en plus des autres pays membres de la CEDEAO et du soutien de la France, va permettre d'extirper les groupes terroristes du Nord Mali. Les tout premiers Sénégalais établis au Mali devraient arriver à Dakar demain, mardi. L'ambassadeur du Sénégal, qui l'indique, avance le chiffre de 500 compatriotes qui démarrent l'opération de rapatriement. Son Excellence Hassan Ndoye au micro de RFM. Vous savez, depuis un bon bout de temps, régulièrement on évalue la menace là par rapport à nos intérêts, et plus particulièrement la sécurité des personnes et des biens de nos compatriotes qui résident au Mali. Alors ces temps derniers, comme on a constaté et noté une dégradation de la situation sécuritaire, on a mis en branle le dispositif qu'on avait déjà élaboré. Dans un premier temps, on a convoqué tous les Sénégalais pour les briefer sur la côte à venir, comment se comporter, affluer vers Bamako où il n'y a plus de sécurité, s'éloigner des zones de combat et tout ça. Bon, maintenant, comme il y a eu une dégradation totale là, plus ou moins dans le nord, on prépare l'évacuation des Sénégalais qui le veulent au pays. Voilà. Combien de Sénégalais sont concernés pour l'instant pour l'évacuation? À l'heure où je vous parle là, ils sont à peu près 500. On attend le feu vert de Dakar et certainement aujourd'hui ou demain, on va entamer les évacuations. Est-ce que des mesures de sécurité sont prises à Bamako pour éviter que les Sénégalais aient des problèmes? Ah oui, absolument. Tous ceux qui sont à Bamako, leur sécurité est assurée, aussi bien
par les autorités maliennes que nous-mêmes. Son Excellence Hassan Ndoye répondait à Alassane Samba Diop. La relance du dialogue n'est pas exclue malgré l'ampleur des hostilités à l'heure actuelle. C'est du moins le sentiment du représentant de l'UA, l'Union africaine, Pierre Bouyoya, qui approuve par ailleurs l'intervention militaire de la France. L'ancien président burundais était avec Barkaba. L'attaque de Robert sur la ville de Konan a tout changé. Parce que dans ce dispositif, il était question de dialoguer avec les groupes de Robert qui ont des revendications politiques légitimes, qui se détachent des groupes terroristes et narcotrafiquants. Aujourd'hui, il semble que tous ces groupes ont fédéré et ils ont préféré la violence à la négociation. Alors je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution que de faire face à cette attaque vers le sud du Mali. Bon, il est difficile de savoir ce qui s'est passé au sein de ces groupes, mais au moins il y avait un groupe, le mouvement Ansardine, qui avait dit clairement aux médiateurs de la CEDEAO et aux autorités algériennes qu'ils optaient pour le dialogue et la négociation. Bon, il y aura certainement à un moment donné des négociations, mais ces négociations vont se passer dans des conditions différentes. Mais vous savez, le conflit termine toujours par la négociation. Bon, vous savez, il y avait des contacts officiels au niveau de Ouagadougou et d'Alger. J'imagine que ces contacts ne sont pas rompus totalement, ou alors s'ils sont rompus, il y a la possibilité de les reprendre assez facilement parce qu'on connaît les responsables de ces groupes, en particulier à Sardine. Sur le terrain, les combats se poursuivent. L'armée française a bombardé ce lundi chez la ville de Douentza, à 800 km du théâtre des opérations au nord du Mali. Les islamistes avaient déjà fui la localité. Par ailleurs, le mouvement national de libération de l'Azawad s'engage à soutenir la France sur le front. Les islamistes ont mis la main sur la ville de Djabali au nord du Mali. Fatima Ba. La France poursuit ses opérations au Mali. Ce lundi, l'armée française a bombardé pour la 4e journée consécutive les positions des djihadistes au Mali dans la ville de Douentza à 800 km au nord de Bamako. Mais les combattants islamistes avaient déjà fui la ville. Le Moujao, mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, a menacé dans un communiqué de frapper le cœur de la France car selon un des responsables du Moujao, la France a attaqué l'islam. Les rebelles touaregs du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, eux se disent prêts à aider la France dans son intervention militaire au Mali après s'être associé au groupe islamiste en mars dernier pour conquérir le nord du Mali. Le MNLA, qui réclame aujourd'hui l'autodétermination de la région, en avait été évincé par ses anciens alliés. Malgré les lourdes pertes humaines et matérielles essuyées tout le week-end, les djihadistes poursuivent les combats. Le ministre de la Défense française, Jean-Yves Le Drian, a confirmé sur BFM TV la prise par les islamistes de la ville de Djabali, située à environ 400 km au nord de Bamako. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tiendront cette semaine une réunion exceptionnelle sur le Mali, a annoncé ce lundi le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, car, dit-il, la France n'a pas vocation à rester seule aux côtés du Mali. Retour au Sénégal pour parler d'une autre guerre, mais une guerre cette fois-ci des idées avec le mouvement du 23 juin qui est au bord de l'implosion. La rencontre de samedi s'est terminée en effet en queue de poisson. Des membres du M23 menacent de créer un mouvement parallèle. Le M23 naît dans un contexte assez particulier. 6 mois après, a-t-il encore des raisons d'exister? Ababakar Kamara dit ça après rare.
Le mouvement du 23 juin a-t-il toujours sa raison d'exister? La question s'impose au regard des derniers remous au sein de la structure. Les membres qui ont créé le M23, qui en constituent donc le membership, ces membres ont décidé de manière générale que le M23 devait exister. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le M23 n'est pas né pour le départ de Wade. Le M23 est né pour défendre la République. Le M23 est né pour défendre la Constitution, les libertés individuelles et collectives. Dès lors que cette lutte a conduit à une victoire et que les différents protagonistes se sont mis ensemble autour d'une table à travers un séminaire d'abord les 27 et 28 avril et ensuite au terme d'une assemblée générale, ils ont considéré que la fonction du M23, fonction de veille, d'alerte, de sentinelle, fonction de proposition, fonction de lutte populaire pour défendre l'état de droit, que ces fonctions-là, évidemment, étaient essentielles pour le progrès social et économique de ce pays. Donc, l'Assemblée générale du 12, c'était uniquement pour adopter les statuts, c'est-à-dire pour maintenant formaliser le M23. Le M23 doit être une association ou pas, le débat est dépassé, la question a été tranchée en Assemblée générale de façon démocratique et souveraine, que le M23 se devait se formaliser, être une association non lucrative à but d'utilité publique et d'intérêt général. Le M23 va rester sur sa ligne, c'est-à-dire un mouvement sentinelle pour la défense des intérêts du peuple sénégalais, la défense de la Constitution et des institutions démocratiques. Un mouvement qui ne doit pas dérailler, qui doit être à équidistance entre le pouvoir et l'opposition. Le M23 ne peut pas être aussi une opposition. Mais nous avons été surpris ce 12 janvier ici, lors de l'Assemblée générale constitutive du mouvement du 23 juin, que des gens qui étaient dans le M23, qui étaient des personnalités très connues, puissent demander la dissolution lors d'une Assemblée générale constitutive. Cela est regrettable et les jeunes ont senti un parfum de trahison. Disparaîtra pas, mais si les raisons premières de sa création ne sont plus, l'organisation n'aurait plus sa raison d'exister, ou tout simplement elle devrait changer de forme. Même si la revendication des jeunes semble légitime, le processus de formalisation est déjà en cours. Où vraiment se situe le paradoxe. Maintenant, les jeunes qui sont dans la commission d'orientation du M23, qui luttent pour que le M23 ne soit pas transformé en tout cas en une organisation formelle, ils ont bel et bien raison. Mais ces jeunes-là aussi, leur tort, c'est que dès l'instant qu'ils occupent ce qu'on appelle une commission d'orientation, c'est parce que déjà il y a une structure. Et dès l'instant qu'il y a structure, c'est parce qu'il y a une forme d'organisation. Or, la force du M23, ce n'est pas le fait qu'il soit un mouvement structuré, mais c'est le fait qu'il soit tout simplement un mouvement spontané qui peut faire, c'est-à-dire qui peut rassembler en quelques instants des masses populaires et après tout simplement revenir à ce qu'on appelle le statu quo ante. Donc moi je trouve que aussi les jeunes là, leur revendication est légitime. Le mouvement du 23 juin, qui est une force d'opposition, se veut équidistant entre le pouvoir et l'opposition. Mais au regard des derniers soubresauts, son avenir semble hypothéqué. Le M23, dont le mouvement Y en a marre, qui célèbre son anniversaire vendredi prochain. Horizon 2020, le mouvement citoyen sera porté sur les fonds baptismaux à l'initiative du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, qui précise que l'organisation sera bien loin du champ politique pour appuyer les projets du président Sall. Le leader politique s'exprimait en marge de la finale navétane de Mbacké, Amadi Biagui et Mamfatou Fati. Horizon 2020, c'est le nouveau mouvement citoyen créé par le député Moustapha Cissé Lo. Ce mouvement qui se veut apolitique entend vulgariser les projets du président de la République. Nous avons estimé que les potentialités qui gravitent autour de nous nous permettent de rassembler largement des personnes, hommes et femmes jeunes, à travers le programme dessiné par le président et qui doit être mis en œuvre, mais pas pour un jour, et que nous puissions, nous, en tant que mouvement Horizon 2020, Aguiokouté, jouer notre partition. Horizon 2020 a dans son programme la prise en compte des préoccupations des Sénégalais et de la diaspora. Nous commençons nous-mêmes avec une mutualisation de nos membres
à travailler pour aider à la création des PME. Nous travaillerons à la recherche de l'emploi pour les jeunes, mais nous travaillerons pour accompagner les Sénégalais de l'extérieur pour leur trouver des issues meilleures et un retour au bercail pour trouver beaucoup plus de place dans la société sénégalaise. Le mouvement citoyen sera officiellement lancé au mois d'avril prochain. Horizon 2020 veut être présent sur l'ensemble du territoire national pour être plus représentatif. Le ministre de la Communication était dans nos locaux ce lundi, Cheikh Bamba Dièye, qui a abordé le passage au numérique avec la direction générale de Futurs Médias. C'est un compte-rendu de Djibila Diop et Fatou Kinedem de cette visite. Le passage de l'analogique au numérique constitue une étape importante pour les médias. La télévision Futurs Médias est considérée comme partie prenante dans ce rendez-vous du donner et du recevoir par le ministre de la Communication. La mondialisation est devenue une réalité. Le numérique va l'accélérer encore davantage puisque nous allons faire face à une invasion de télévision du monde et de partout. Pour ce faire, il faudrait que nos télévisions s'y préparent, puissent avoir de la production de qualité et que de ce passage-là, qu'on puisse aussi étudier les voies et moyens pour aider les télévisions nationales à aller pour diversifier l'offre et surtout être de véritables défenseurs de l'identité culturelle sénégalaise, parce que le rendez-vous du donner et du recevoir n'est pas un rendez-vous de dissolution, mais plutôt un rendez-vous de compromis dynamique, et il faudrait plutôt y arriver avec quelque chose de probant. Chaîne culturelle à ses débuts, la télé Futurs Médias est devenue une télévision généraliste. Depuis, elle occupe une place prépondérante dans le paysage audiovisuel. Mais les réalités actuelles du secteur imposent un partenariat fort pour une presse forte et respectée. Nous savons que la configuration des télés aujourd'hui, surtout pour le cas du Sénégal, il faut être vraiment téméraire pour résister au jour le jour. Et de ce point de vue-là, il y a un accompagnement nécessaire. Il y a des coûts de production qui sont exorbitants. Il y a aussi la facture électrique qui pose énormément de problèmes. Et les équipements du fait du numérique vont peser moins. Et la dépense énergétique va peser moins. Il y a possibilité d'avoir des bouquets, donc de diversifier l'offre. Le ministre de la Communication de rappeler le rôle des médias dans le domaine de l'éducation, leur engagement notamment à porter haut le drapeau de la culture sénégalaise. Le port autonome de Dakar qui rend hommage aux dignitaires religieux du Sénégal. Les moles seront rebaptisés, les noms